OK, chapitre 9. Maintenant qu'on a découvert les 5 langages d'amour, maintenant, nous allons découvrir votre langage d'amour. Êtes-vous prêts? On part ça. Si vous voulez maintenir plein le réservoir émotionnel de votre conjoint, de votre conjointe, de vos proches, de votre ami, etc., etc., il est de toute première importance que vous appreniez à parler son langage d'amour familier. Assurons-nous auparavant que vous connaissez bien le vôtre. Maintenant que vous avez pris connaissance de ces 5 langages, numéro 1, paroles valorisantes, numéro 2, moments de qualité, numéro 3, cadeaux, numéro 4, service rendu et numéro 5, toucher physique. Certains individus seront immédiatement en mesure de déceler le langage d'amour préféré de leur conjoint, conjointe ou proche, ainsi que le leur. D'autres y parviendront plus difficilement. Je m'inclus là-dedans. Peut-être aussi serez-vous indécis, comme Eric, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. Et maintenant, on va découvrir son histoire à lui. Après avoir entendu parler des 5 principaux moyens de communiquer l'amour, Eric me dit: Je ne sais pas. Il me semble que 2 de ces langages s'appliquent à même échelle dans mon cas. Lesquels? Demandai-je. Il répondit: le toucher physique et les paroles valorisantes. Qu'entendez-vous par toucher physique? Lui demandai-je. Ben, principalement la relation sexuelle, dit-il. Je creusai un peu plus. D'accord. Aimez-vous quand votre femme passe sa main dans vos cheveux, vous masse le dos, vous prend la main, vous donne un baiser ou se blottit dans vos bras, à des moments autres que dans les rapports sexuels? Eh bien, ce sont des sensations agréables, répondit-il. Je ne les dédaigne pas, mais c'est essentiellement à travers nos rapports sexuels que je sais qu'elle m'aime. Renonçant provisoirement à poursuivre sur le sujet du toucher, j'en vins aux paroles bienfaisantes et demandai à mon interlocuteur: quand vous dites que les paroles élogieuses sont également importantes, lesquelles trouvez-vous les plus utiles? Toutes, pourvu qu'elles soient positives, répondit-il. Quand elle me dit que j'ai fière allure, que je suis débrouillard, que je suis un travailleur endurant, lorsqu'elle exprime son appréciation pour les tâches que j'accomplis dans la maison, quand elle me complimente pour le temps que je consacre aux enfants, quand elle déclare qu'elle m'aime, tout cela revêt d'une grande importance pour moi. Pardon. Vos parents vous tenaient-ils ce même langage quand vous étiez enfant? Demandai-je. Il me répondit non, pas souvent. Je garde d'eux le souvenir des reproches adressés ou des exigences imposées. Je pense que c'est pour cela que j'apprécie d'autant plus Carole. Elle sait souligner ma valeur. D'accord? Et si Carole satisfait vos besoins sexuels, c'est-à-dire si vous aviez avec elle des rapports sexuels de qualité chaque fois que vous le désirez, mais qu'elle ne cessait de vous bombarder de propos blessants, de critères amers, de critiques amères, de reproches à propos de tout et de rien, parfois même en présence de tierces personnes, pensez-vous que vous vous sentiriez aimé d'elle? Probablement que non, répondit-il. Ça tombe sous le sens. Je crois que je me sentirais trahi et profondément humilié. Je serais sans doute déprimé. Éric, je pense que nous venons de découvrir que le langage d'amour auquel vous êtes le plus sensible est celui des paroles. Des paroles valorisantes, voilà. Les rapports sexuels sont très importants pour vous, pour développer votre sentiment d'intimité avec Carole. Mais ces paroles appréciatives sont encore plus essentielles sur le plan émotionnel. Si Carole vous harcelait constamment de propos négatifs, de reproches et de critiques, et vous rabaissait en public, il viendrait même un temps où vous n'auriez plus envie de faire l'amour avec elle, parce qu'elle serait devenue source de souffrance pour vous. Éric avait fait une confusion très répandue, chez beaucoup d'hommes d'ailleurs.
Prétendent qu'ils sont prioritairement sensibles au langage du toucher parce qu'ils sont très désireux d'avoir des rapports sexuels. Chez l'homme, le besoin sexuel est profondément inscrit dans la nature. Le désir de relation sexuelle est stimulé par la formation des spermatozoïdes et du liquide séminal dans les testicules. Quand les glandes séminales sont pleines, il se produit chez l'homme un désir physique de les vider. Le désir masculin de rapport sexuel a donc une cause physiologique. Chez la femme, le désir sexuel s'enracine principalement dans ses émotions. Rien de physique en elle ne la pousse à vouloir des rapports sexuels. Si elle se sent aimée, admirée et appréciée par son mari, elle aura envie d'être physiquement et intimement unie à lui. Mais sans cette proximité affective, son désir d'union sexuelle sera assez faible. Parce que l'homme est poussé à avoir des relations sexuelles plus ou moins régulières à cause de sa constitution physique, il a tendance à croire que son premier langage d'amour est le toucher, forcément. Mais si celui-ci ne lui procure aucun plaisir en dehors des rapports sexuels, il se peut fort bien que ce ne soit pas le langage d'amour auquel il est vraiment sensible. La pulsion sexuelle est différente d'un besoin émotionnel d'être aimé. Cela ne veut évidemment pas dire que les rapports sexuels n'ont aucune importance, loin de là. Mais à eux seuls, ils ne peuvent répondre à son besoin d'amour. Sa femme, son mari, doit apprendre à parler le langage d'amour qu'il comprend le mieux. En fait, lorsque l'épouse ou l'époux pratique la langue d'amour familière de son mari ou sa femme, remplissant ainsi son réservoir émotionnel et que l'époux ou l'épouse fera de même dans leur relation sexuelle, elle s'épanouira, cette sexualité. En réalité, la plupart des problèmes sexuels existants dans un couple résident moins dans les techniques pratiquées que dans la satisfaction des besoins émotionnels. Après une conversation prolongée et une réflexion plus poussée, Éric déclara: Je crois que vous avez raison. Les paroles bienfaisantes correspondent effectivement à mon principal langage d'amour. Lorsque ma femme tient à mon égard des propos blessants et acerbes, j'ai tendance à m'éloigner d'elle et à rêver d'autres femmes. En revanche, lorsqu'elle me dit à quel point elle m'apprécie et m'admire, mon désir sexuel s'oriente vers elle. Quelle est votre première langue en matière d'amour? Qu'est-ce qui vous fait le mieux comprendre que votre conjoint vous aime? Que désirez-vous par-dessus tout? Si la réponse à ces questions n'est pas instantanée dans votre esprit, peut-être aurez-vous intérêt à considérer l'impact négatif qu'a sur vous un langage d'amour qui ne vous est pas approprié. Dans ce que votre conjoint ou conjointe dit ou fait, ou omet de dire ou faire, qu'est-ce qui vous blesse profondément? Et notamment, on peut le transposer dans toutes les autres relations qu'on a, même dans l'amitié, entre frères et sœurs. Souvent, qu'est-ce qu'on accuse l'autre de ne pas faire, ainsi de suite. Si, par exemple, votre souffrance la plus vive est celle provoquée par les paroles critiques et amères de votre conjoint ou conjointe ou être aimé, alors il se pourrait que les paroles bienfaisantes soient justement le langage d'amour le plus parlant pour vous. Si votre conjoint se sert du langage auquel vous êtes le plus sensible, mais de façon négative, vous ressentirez une blessure plus douloureuse que quelqu'un d'autre. Non seulement il refuse de vous parler dans votre langage de prédilection, mais il l'utilise comme un couteau qui remue dans la plaie. Je me souviens de Juliette, qui me dit: Monsieur Chapman, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que Stéphane refuse de lever le petit doigt pour m'aider à la maison. Il est planté devant la TV pendant que je m'occupe de tout. Je ne comprends vraiment pas comment il peut se comporter ainsi et dire qu'il m'aime. La blessure la plus vive de Juliette, le fait que Stéphane refuse de lui donner un coup de main, révèle quel langage exprime le mieux l'amour pour elle. Ce sont les services rendus. Si vous êtes profondément attristé
parce que votre conjoint ne vous offre quelque chose que très rarement. Il est probable que votre langage d'amour familier est celui des cadeaux. Et si le fait que votre conjoint ne vous consacre presque jamais des moments de qualité, eh bien, ça peut être votre plus grande déception. Ne cherchez pas plus loin. Ce qui vous comble le mieux. Une autre façon de découvrir le langage d'amour qui vous est le plus naturel est de considérer votre mariage et de vous demander, ou toute autre relation, hein, bien évidemment, qu'ai-je le plus souvent attendu de l'autre? Vos requêtes les plus fréquentes que vous avez faites sont probablement liées à la satisfaction de vos besoins affectifs profonds et par conséquent, ils en disent long sur votre premier langage d'amour. Une belle piste de réflexion. Votre conjoint a peut-être ressenti votre insistance comme lacinante, fatigante. Elle traduisait cependant vos efforts pour obtenir de l'amour de sa part. Soyons détectives. Usons de discernement. Rentrons dans une histoire. C'est de cette manière qu'Élisabeth a su quel était le langage d'amour auquel elle était le plus sensible, à la fin d'un séminaire. Elle me raconta. Chaque fois que je regarde en arrière sur les 10 années passées de notre vie conjugale et que je me demande ce que j'ai le plus attendu de Pierre, je vois tout de suite ce qui pour moi exprime le mieux l'amour. J'ai souvent réclamé de mon mari des moments de qualité. Que de fois je l'ai supplié de faire un pique-nique avec moi, de me consacrer un week-end à l'extérieur, d'éteindre la TV pendant 1 heure pour que nous puissions nous parler tranquillement. Je me sentais négligée et mal aimée parce qu'il accédait rarement à ma demande. Il m'offrait de jolis cadeaux pour mon anniversaire, ainsi qu'à d'autres occasions spéciales. Il se demandait pourquoi, toujours pourquoi, que je n'étais pas plus empressée de me blottir dans ses bras. En écoutant votre exposé, poursuivit-elle, la lumière a commencé à se faire dans notre esprit. Pendant la pause, mon mari est venu s'excuser auprès de moi pour avoir été si dur et si récalcitrant à mon égard. Il m'a promis que les choses changeraient à l'avenir, et je crois sincèrement qu'il tiendra parole. Hmm. Pour connaître votre langage d'amour privilégié, hein, c'est jamais facile à dire cela, examinez les paroles ou les actes par lesquels vous faites comprendre à l'autre que vous l'aimez. Hmm. Il est fort probable que vous faites pour lui ou pour elle ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Si vous êtes facilement prêt à lui rendre service, il y a de fortes chances pour que le langage des services rendus soit le mieux compris de vous. Si vous êtes particulièrement sensible aux paroles appréciatives d'autrui, comme moyen d'expression de son affection, il y a fort à parier que vous-même communiquez votre amour par ce moyen. Sachez cependant que cette approche ne vous donne qu'une indication sur le langage d'amour auquel vous êtes le plus sensible. Elle ne vous permet pas d'avoir une certitude absolue. Ainsi, l'autre, ou plutôt ainsi le mari qui a vu son père combler sa mère de cadeaux pour lui témoigner son amour, aura tendance à faire de même pour exprimer ses sentiments à sa propre femme. Pourtant, le langage des cadeaux n'est pas celui qu'il comprend le mieux. Il l'adopte parce qu'il l'a hérité de son père. Vous disposez donc de 3 moyens pour découvrir le langage d'amour qui vous est le plus naturel. Prêt? On récapitule. Numéro 1, dans ce que votre conjoint, conjointe, ami, proche fait ou omet de faire, qu'est-ce qui vous blesse le plus? L'inverse correspond vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour vous. 2. Qu'avez-vous le plus souvent réclamé à l'autre? C'est probablement ce qui vous donne le mieux le sentiment d'être aimé.
Et 3, comment exprimez-vous généralement votre amour à l'autre? Ce moyen est celui qui, en retour, vous donne le sentiment d'être aimé. Après vous être posé ces questions, si deux langues vous semblent aussi familières l'une que l'autre, vous êtes en quelque sorte bilingue. Dans ce cas, vous facilitez la tâche de l'autre, qui a le bonheur de pouvoir choisir l'un des deux moyens d'expression pour vous dire qu'il vous aime. Deux types de personnes peuvent éprouver des difficultés à découvrir leur première langue d'amour. D'une part, celle dont le réservoir émotionnel est plein depuis longtemps. C'est le cas, par exemple, de l'épouse qui a le mari, à qui le mari fait comprendre de plusieurs manières qu'il l'aime. Elle ne sait plus très bien quelle est celle qui lui fait le mieux sentir qu'elle est aimée. D'autre part, l'autre partie, l'individu dont le réservoir émotionnel est vide depuis très longtemps, au point qu'il ne se souvient plus de ce qui lui donne le sentiment d'être aimé. Dans les deux cas, il faut revenir loin en arrière, remonter jusqu'à l'expérience de l'obsession amoureuse et se demander, à cette époque, qu'est-ce que j'aimais particulièrement chez mon conjoint ou chez l'autre? Que disait-il ou que faisait-il qui alimentait mon désir d'être près de lui ou d'elle? Ces souvenirs peuvent vous indiquer ce qu'était le langage de l'amour qui vous parlait le plus clairement. Vous pouvez également vous poser cette question. Quel serait le conjoint ou la conjointe idéale pour moi? Si j'avais le conjoint ou la conjointe parfaite, quelles seraient ses qualités? Le portrait du conjoint ou de conjointe idéal vous donne un aperçu du langage d'amour auquel vous êtes sensible. Cela dit, cette petite recherche de votre premier langage d'amour mérite d'y associer l'autre. Faites une liste écrite des 5 langages en les classant du plus important pour vous au moins important. Puis mettez-vous dans la peau de l'autre et refaites le classement en vous demandant quel serait son numéro 1, celui qui lui communique le mieux l'amour. Montrez-lui ce que vous avez trouvé et donnez-lui la possibilité d'exprimer son point de vue sur votre jugement. Discutez de votre découverte mutuelle. Une fois cette information partagée, je vous suggère une petite évaluation à pratiquer 3 fois par semaine, pendant 3 semaines. L'un peut demander à l'autre, sur une échelle graduée de 0 à 10, à quel niveau estimes-tu ton réservoir émotionnel? Le 0 correspond à vide, bien évidemment, et 10 à plein. Vous indiquez un chiffre qui exprime votre état. Votre conjoint ou l'autre personne vous demande alors, que puis-je faire pour élever le niveau? Vous lui suggérez quelque chose que vous aimeriez qu'il dise ou fasse ce soir-là. Il s'engage à répondre à votre désir du mieux qu'il pourra. Puis, vous inversez les rôles de manière à ce que chacun ait l'occasion de connaître le niveau émotionnel de l'autre et puisse remplir son réservoir. Après 3 semaines de pratique, vous ne pourrez plus vous en passer, car vous aurez constaté qu'elle stimule l'expression de votre amour conjugal. Une autre histoire. Un mari me déclara un jour: Je déteste votre jeu. J'ai voulu le faire avec ma femme. En rentrant, je lui ai demandé: À quel niveau estimes-tu ton réservoir émotionnel ce soir? À 7, me répondit-elle. Que puis-je faire pour qu'il monte à 10? Elle répondit: Le plus grand service que tu pourrais me rendre ce soir serait de faire la lessive. Amour et lessive, ai-je rétorqué, je ne vois vraiment pas le rapport. Je dis à cet homme: C'est justement là votre problème. Peut-être ne comprenez-vous pas le langage d'amour de votre femme. Quel est le langage d'amour le plus explicite pour vous? Le toucher, répondit-il, sans la moindre hésitation. Et plus particulièrement l'aspect sexuel du mariage, bien sûr.
Écoutez-moi bien, dis-je. Ce que vous ressentez lorsque votre femme exprime son amour par le toucher est ce qu'elle ressent lorsque vous exprimez votre amour en faisant la lessive. Qu'elle apporte le linge, s'écria-t-il. Je le laverai tous les soirs si cela lui fait autant du bien. Au cas où vous n'auriez pas encore discerné votre langage d'amour privilégié, faites le test du réservoir plein. Lorsque votre conjoint vous demandera « Que puis-je faire pour le remplir ?» vos suggestions graviteront certainement autour du langage d'amour qui vous est le plus naturel. Il se peut que vous demandiez des choses qui appartiennent aux 5 langages, mais il est probable que l'essentiel se concentrera sur celui qui vous est le plus familier. Une question vient peut-être à l'esprit de certains lecteurs. Ah ouais? Elle m'a été posée par Bernard et Hélène à l'issue d'un séminaire. La question va comme suit. Monsieur Chapman, tout ce que vous dites est bien beau, mais que faire lorsqu'on a de la difficulté à apprendre la langue d'amour que comprend parfaitement le conjoint? Et la réponse se trouve dans le chapitre 10. À bientôt!